C'est parti. Hop, c'est parti. Bon, merci Nicolas. Donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter donc, une étude qui s'intitule « Effet des interventions agricoles sur la nutrition, identifier et limiter les risques ». Donc c'est une étude qui a été commanditée par Action contre la faim et donc qu'on a rédigée à trois. Sandrine, Anne Bichard, qui est une ancienne de ACF, qui était responsable pays au Burkina Faso, et moi-même. Alors, le plan de l'intervention, c'est en 5 points. Donc, tout d'abord, je vais vous rappeler le contexte de l'étude, donc introduire l'étude. On va ensuite vous présenter la façon, les mécanismes par lesquels l'agriculture, les interventions agricoles peuvent impacter sur la nutrition. Ensuite, on vous présentera les différents risques potentiellement négatifs des interventions agricoles sur la nutrition que nous avons identifiés. On fera ensuite un point sur les recommandations qu'on propose dans l'étude pour gérer les risques qu'on a identifiés, puis on terminera par des conclusions et des perspectives de recherche. Alors le contexte de l'étude. Donc comme je disais, c'est une demande en fait de l'ONG Action contre la faim, donc ONG qui lutte contre la malnutrition infantile, et plus précisément c'est une demande de son service plaidoyer. En fait, le service plaidoyer voulait disposer d'un argumentaire solide, basé sur des références scientifiques, pour construire un plaidoyer ciblant les concepteurs de projets de développement agricole, pour que donc, les concepteurs de projets prennent en compte les préoccupations nutritionnelles dans leurs projets, prennent en compte en fait les possibles risques de leur projet sur la nutrition. Bon voilà, ils voulaient poser cette question des risques nutritionnels liés aux interventions agricoles. Alors pourquoi soulever cette question? Pourquoi s'intéresser plus précisément aux risques potentiellement négatifs? Alors il faut replacer cette question dans l'agenda politique sur la nutrition et dans cet agenda politique, récemment, il y a une date, vraiment une date marquante, qui est 2008. Alors 2008, ça renvoie bien sûr à la crise des prix des produits agricoles et alimentaires, mais pas seulement. C'est aussi une date marquante dans l'agenda politique de la nutrition, en termes, je dirais, de production intellectuelle. Et donc là, je voudrais mentionner tout d'abord ce qu'on appelle le consensus de Copenhague. Alors, je ne suis pas une spécialiste de ce consensus, mais je remarque que les nutritionnistes souvent présentent cet événement comme un événement donc, marquant, parce que dans le consensus de Copenhague, pour faire court, c'est donc un Danois dénommé Lomborg qui a réuni un certain nombre de personnalités reconnues dans le monde scientifique pour les faire plancher sur des grandes questions globale et notamment la question de la faim et de la malnutrition. Et donc en 2008, ce consensus de Copenhague indique quelque chose de très important. Il dit que les interventions qui sont spécifiques au secteur de la nutrition, telles que par exemple la fortification des aliments, donc l'ajout dans les aliments de micronutriments tels que de la vitamine A, du zinc, du fer, des interventions telles que la supplémentation nutritionnelle, donc plutôt des médicaments en fait qui sont donnés en plus de la nourriture pour lutter contre la malnutrition, et bien ces interventions spécifiques à la nutrition ont prouvé leur efficacité, mais que finalement elles ne permettraient que de traiter une proportion relativement modeste du problème global de la nutrition. Donc ça, c'est le consensus de Copenhague en 2008. Et en 2008 également, sort une série d'articles sur la malnutrition infantile dans une revue médicale qui s'appelle The Lancet et qui d'une certaine manière
enfonce un peu le clou, vient renforcer ce constat, puisqu'on a dans cette série d'articles, notamment un article de Buta et plein d'autres auteurs, qui présente, qui passe en revue en fait différentes interventions spécifiques à la nutrition, donc encore une fois la fortification, la supplémentation, l'allaitement aussi, donc il passe en revue ces différentes interventions qui, là encore, fait le constat que ces interventions sont très efficaces, mais à court terme. À court terme, et donc l'article conclut qu'il est nécessaire d'investir dans le long terme pour lutter contre la malnutrition, en particulier la malnutrition chronique, donc celle qui se traduit par des retards de croissance, et donc les interventions spécifiques à la nutrition, au secteur de la nutrition ne suffisent pas, qu'il faut avoir une approche bien plus globale, mobiliser d'autres types de secteurs, mettre en place d'autres types d'interventions, plus à moyen, long terme, pour lutter vraiment efficacement contre la malnutrition infantile. Et puis, donc ça c'était 2008, en 2013, toujours dans cette revue médicale The Lancet, il y a de nouveau une série d'articles sur la malnutrition infantile, et là il y a deux auteurs qui donc publient un article, Ruel et Alderman. L'article, lui, il est précisément sur les interventions dites sensibles à la nutrition. Donc ce sont des interventions qui visent à lutter contre la malnutrition infantile, mais qui sont d'autres types d'interventions que la supplémentation, la fortification, l'allaitement, etc. Et donc qui, en fait, mobilisent d'autres secteurs que santé-nutrition, comme par exemple l'agriculture, comme l'éducation, la protection sociale, etc. Et qui disent, finalement, c'est bien un ensemble de secteurs qu'il faut mobiliser pour lutter contre la malnutrition infantile. Et dans chaque secteur, il faut intégrer les enjeux nutritionnels, voir comment chaque secteur peut apporter sa pierre à l'édifice, contribuer à la lutte contre la malnutrition. Donc le consensus de Copenhague, la série de Lancet 2008-2013, et puis entre-temps, en 2010, on a un mouvement international, un mouvement multi-acteurs qui s'appelle Scaling Up Nutrition, qui est animé piloté par une personnalité assez charismatique, très dynamique, donc David Nabarro, qui donc à travers ce mouvement fait un plaidoyer vraiment très efficace pour mobiliser donc l'ensemble des parties prenantes, des stakeholders, les États, les agences des Nations Unies, les agences bilatérales, les ONG, le secteur privé, etc. Donc mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour que dans les pays où il y a des forts taux de prévalence de la malnutrition, on mette en place des interventions donc dites spécifiques à la nutrition, mais aussi des interventions sensibles à la nutrition. Et donc son plaidoyer met bien en avant la complémentarité de ces deux types d'interventions. Donc c'est dans ce contexte, depuis 2008, qu'on a vu se multiplier un certain nombre de guides, de manuels à vocation très opérationnelle pour donc aider en particulier les intervenants du secteur agricole à intégrer des objectifs nutritionnels, à intégrer dans la conception de leurs interventions de développement agricole des enjeux nutritionnels, donc pour s'assurer que ce qu'ils font contribue bien à la lutte contre la malnutrition. Donc quelques exemples de ces guides. Vous avez par exemple la FAO qui a sorti donc, des principes pour guider la conception de l'intervention agricole sur le terrain. Il y a ACF, l'ONG ACF elle-même, qui en 2011, en 2013 a sorti des rapports visant donc à optimiser l'impact nutritionnel
d'intervention agricole et de sécurité alimentaire. Et puis on a par exemple le projet sur la lutte contre la malnutrition infantile de la coopération américaine qui là aussi donc donne des recommandations très, très opérationnelles pour maximiser les bénéfices des interventions agricoles sur la nutrition. Et dans un peu l'ensemble de ces rapports, il y a un principe, une recommandation opérationnelle qui est souvent présenté en premier, qui est ce principe-là qu'on ne voit pas bien là, mais il y a marqué do good, but first of all, do no harm. Voilà. Donc c'est le principe do no harm, donc d'abord ne pas nuire. Ne pas nuire, alors bon, dans ces guides on dit ça, très bien, mais en réalité c'est assez peu explicité. On ne dit pas bien comment ne pas nuire. Donc c'est justement ça, hein, cette question-là qu'a voulu traiter l'ONG ACF. Ils ont finalement pris le parti, non plus seulement de travailler sur la question des impacts positifs, comment l'agriculture peut contribuer à la nutrition, mais justement comment veiller à ce que l'agriculture ne nuise pas à la nutrition. Donc ça a été leur parti pris. Et alors on pourrait se dire, bon, c'est quand même un drôle de parti pris parce que, a priori, comme ça, on imagine mal comment des interventions de développement agricole qui visent à augmenter la production vivrière, qui visent à fournir des revenus aux ménages agricoles, qui visent à augmenter la disponibilité des aliments sur les marchés, et donc du coup aussi à réduire les prix des aliments, comment tout ça, ça peut avoir des impacts négatifs sur la nutrition. C'est pas très intuitif comme affaire quand même. Et donc c'est bien pour ça que ça nous a intéressés, nous, au CIRAD, parce que c'est pas évident au départ, donc on a essayé, voilà, on a souhaité effectivement répondre positivement à cette sollicitation d'ACF, creuser cette question-là, sachant que cette question aussi, elle s'inscrit finalement dans des travaux que l'équipe mène depuis un moment sur la relation entre production agricole et nutrition. Et on a déjà présenté ici dans le séminaire une partie de ces travaux-là sur le paradoxe de Sikasso, etc. Donc du coup, comment on a répondu à cette question? Donc la méthodologie, hein, ça a été des interviews, des entretiens avec des experts du CIRAD, d'autres, beaucoup de revues de la littérature. On a vraiment fait un travail un peu de fourmi à partir d'abord d'un fonds documentaire qui nous avait été fourni par ACF, et puis évidemment on lit un article, on regarde la bibliothèque de l'article, qui nous renvoie sur d'autres articles, etc. Donc on s'est retrouvé avec un fonds documentaire assez important, et on a donc passé en revue les articles de ce fonds documentaire en ayant une vision très large de ce qu'on entendait par intervention de développement agricole. On n'a pas voulu, si vous voulez, s'auto-censurer au départ en disant bon, on va regarder uniquement tel type de projet, tel type d'intervention à telle échelle, etc. Non, on a regardé vraiment ce qui ressortait de la littérature, et on a regardé également ce que disait la littérature éventuellement sur les différentes formes de malnutrition, donc pas seulement les histoires de sous-nutrition, de carence en micronutriments, mais aussi de surnutrition, ou de nutrition par excès. Oui. Voilà. On a regardé également les articles qui analysaient non pas seulement des impacts au niveau individu, ménage, mais aussi au niveau du secteur agricole. Donc voilà, on a pris ce qui venait, ce qui était disponible, et puis on a détaillé tout ça, voilà. Et on s'est rendu compte, pas tout de suite, ça va faire peur. On s'est rendu compte, alors premièrement, que c'est un sujet qui est vraiment pas nouveau. La question des liens entre agriculture et nutrition.
Donc on est tombé sur des articles relativement anciens, des articles des années 70, 80, où vraiment cette question-là a été bien travaillée. Donc un sujet qui n'est pas nouveau, un sujet pour lequel les articles mettent beaucoup en avant la complexité des mécanismes, des chemins d'impact de l'agriculture vers la nutrition. Et alors, voilà, on s'est amusé à mettre en exergue notamment un auteur, un nutritionniste qui s'appelle Alan Berg, qui, je crois, en 1973 disait, 1973 c'était donc la glorieuse époque de ce qu'on appelait la planification multisectorielle de la nutrition. Donc on s'efforçait à cette époque-là de planifier d'une certaine manière la contribution des différents secteurs à la nutrition. Voilà. Et donc planification multisectorielle de nutrition, pour faire ça, souvent les praticiens faisaient des beaux graphiques montrant que tel secteur influe sur la nutrition en passant par telles variables, facteurs intermédiaires, etc. Et donc on arrivait à des graphiques assez complexes, en effet, avec des flèches un peu dans tous les sens, et ce qui a amené ce Alan Berg à dire, en gros, que finalement, on a des graphes tellement compliqués, qui relient tellement tout à tout, qu'on arrive plutôt à des choses qui ressemblent voilà, à des tableaux de ce Jackson Pollock, graphiste. Pollock, pardon, excusez-moi. Que à des outils de planification véritablement utiles. Voilà, donc ça, bon, ça nous a amusé de voir ça dans cet article de 1973, sachant que les articles plus récents sont encore dans cette tentative de représentation des liens entre agriculture et nutrition. C'est pas simple. Et donc, maintenant, Sandrine va vous présenter quelque chose de beaucoup plus limpide grâce à des efforts inouïs de simplification. Et puis va essayer donc de démêler ces différentes flèches, ces différents liens. Comme je peux faire. Voilà. Donc, voilà, moi ce que je vais essayer, c'est de défaire un petit peu les spaghettis qui sont dans cette grosse marmite. Et là, donc j'ai simplifié le schéma que vous avez vu avant, en utilisant quand même un auteur qui s'appelle Derek Edé. Il a travaillé sur l'Inde et il a sorti ce type de schéma récemment, là, en 2014, je crois, ou 2011. De les cas, c'est vrai que c'est toujours ce genre de schéma qu'on trouve encore aujourd'hui. Et en fait, moi je suis plutôt économiste agricole, les économistes détestent ce genre de schéma, c'est trop compliqué. Et cet auteur aussi, c'est un économiste, mais je crois qu'on n'a pas le choix. On est obligé, c'est compliqué, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand même, je vais essayer de vous expliquer donc, ce qu'on appelle des chemins d'impact, parce que c'est souvent présenté comme ça. Donc l'impact entre, à gauche, là, où on part de là, les politiques agricoles et ou les interventions de façon plus ciblée. Mais nous, on a essayé de faire large. On s'est dit tout ce qui est intervention dans le domaine agricole, que ce soit au niveau politique ou au niveau d'un projet. De cette façon, comme disait Alain, on se distingue un petit peu des travaux qu'on a vus jusqu'à présent, qui souvent restent limités aux producteurs agricoles, à l'impact sur les producteurs agricoles. Nous, on a voulu essayer de voir toutes les interventions. On n'y arrive pas vraiment, puisque c'était une synthèse biblio, et du travail qui parle effectivement des interventions hors du monde rural, qui parle des interventions hors des gens qui sont ciblés par le projet, il n'y a pas de référence en fait. Donc, ou peu de références. Je vois Yves qui hoche la tête. On en trouve relativement peu. Donc, on dit qu'il faut travailler là-dessus, parce qu'à un moment ou un autre, les responsables de projet devront peser les avantages et les inconvénients pour les uns et pour les autres de leurs interventions. Mais bon, reprenons les choses doucement. Donc, on part des politiques des interventions agricoles qui sont à gauche, et on va jusqu'au statut nutritionnel des individus qui sont là. Donc, les chemins d'impact, ce qui a été décrit beaucoup, c'est comment se transmet l'effet d'une politique, par quels moyens. Et nous, on va regarder plus précisément les risques
Donc on a numéroté là. La numérotation est un peu arbitraire. Hein. On aurait pu mettre, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Hein. D'accord? Donc on en a numéroté 6. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'un des côtés donc, du graphique ici, ça part du schéma causal de la malnutrition. Donc je crois que les étudiants là, ils sont bien habitués. Mais si, pour les autres, c'est vraiment un concept clé dans ce domaine-là. C'est le concept, c'est le schéma conceptuel de l'UNICEF, ça existe depuis une vingtaine, trentaine d'années, où on dit que les 2 facteurs, voire les 3 facteurs essentiels de la malnutrition, de l'état nutritionnel pas normal, anormal, c'est l'alimentation des individus, leur état de santé et les soins dont ils bénéficient. Donc je mets les soins dans les facteurs de force, voilà. Donc, ça c'est la même chose, mais un peu présenté différemment. Donc on va commencer, donc, ouais, encore pour rentrer un petit peu plus dans le schéma. Donc on a dit qu'ici on avait les interventions. À droite, le statut nutritionnel. On regarde souvent les enfants et les femmes qui sont peut-être les gens les plus sensibles. Et on a un niveau, c'est-à-dire ménage, en rose là, ou exploitation agricole. Donc là-dedans, il y a tout le budget du ménage qui est là. Ici, c'est plutôt les activités agricoles avec les facteurs de production des exploitations agricoles. Ensuite, en haut, on a le niveau macroéconomique, le niveau bouclage. Hein. Donc, les interventions vont jouer sur la production des exploitants, production alimentaire ou non alimentaire, agricole, voilà. Et l'ensemble de ces productions, ça fait la production nationale qui va boucler avec la consommation qui est là, qui doit faire un système de prix. Donc on dit qu'il y a une espèce de bouclage macroéconomique. Et là-dedans, il y a des gens qu'on voit très peu. La plupart des études, c'est tous les intermédiaires des filières agroalimentaires qui vont jouer là. Mais on ne sort pas très bien dans ce graphique parce qu'on ne peut pas tout mettre. Et effectivement, c'est tellement compliqué qu'il faudrait refaire des sous-graphiques par chemin. Voilà. Les interventions, elles jouent aussi donc sur les facteurs de production, les capitaux, ce qu'on appelle les livelihood en anglais, les systèmes de vie, hein, peut-être. Donc les capitaux, capital social, capital humain, on peut intervenir par exemple la vulgarisation agricole sur les connaissances, les capacités des gens de mettre en valeur autres capitaux, leurs ressources, voilà, pour produire mieux ou plus. Voilà. Donc, voilà. Le premier risque qu'on a identifié concerne en fait le chemin 1. Donc je reprends le chemin 1, c'est celui-là, le risque 1. On dit la production agricole entraîne, quand une intervention agricole est réussie, une augmentation, soit de la production, soit des choses qui peuvent être vendues, donc du revenu. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans certains cas, ce qui a été documenté, c'est que le revenu augmente. Donc on parle des interventions réussies. On ne parle pas de celles qui ont raté. Pardon. On parle des interventions réussies où le revenu a effectivement augmenté. Et là, on parle des producteurs agricoles, des ménages agricoles. Et par exemple, dans le cas du lait, souvent, ça a été décrit et très bien par plusieurs auteurs, c'est qu'il y a eu des projets de développement des filières laitières. Et il y a eu une amélioration du revenu des producteurs, mais détérioration du statut nutritionnel des enfants. Les gens n'ont pas compensé la perte du lait par un aliment d'aussi bonne qualité que le lait. Hein. Donc, augmentation du revenu, mais dégradation du statut nutritionnel. On a d'autres exemples aussi concernant la concentration des revenus. Dans certains cas, en particulier sur des cultures commerciales, d'export ou pas d'export. Donc, les gens, il y a eu des projets qui ont incité les producteurs à se spécialiser. Et là, donc, on est dans une problématique d'augmentation en fait, des risques, mais par concentration des revenus. Dans des endroits où il n'y a pas de système d'assurance, les producteurs se sont retrouvés fragilisés en cas de variation du prix des denrées. Donc là, il y a beaucoup d'exemples documentés sur la perte du revenu, enfin, la perte du revenu, l'augmentation du niveau de risque, on va dire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un chemin.
faut regarder ce chemin de concentration, augmentation des risques et de, entre guillemets, mauvaise utilisation du revenu malgré une augmentation du revenu. Donc je crois que c'est un peu l'essentiel. Ensuite, et ça, on va regarder le chemin numéro 2. Voilà. Donc là, on parle des disponibilités alimentaires. Souvent, c'est présenté comme le chemin numéro 1, mais c'est quelle est la nature des produits qui sortent, en fait, qui sont encouragés par l'intervention agricole. Et là, on a un exemple. Alors justement, là, on a typiquement un exemple au niveau d'un pays continent, au niveau de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde, où la révolution verte a encouragé de façon succès, comment on dit en français, avec succès, la production des céréales. Donc on a une augmentation de la disponibilité entre les années 70 et 2000, l'augmentation de la disponibilité par personne de céréales, riz, blé, essentiellement. Et malgré ça, on n'a pas une amélioration du statut nutritionnel. Dans certains, même ça a été montré par certains auteurs qui s'appellent Welch et Graham, on a une détérioration, par exemple, de la quantité de fer que les femmes ont dans le sang. On a une augmentation de l'anémie pendant cette même période. Et on a un collègue qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui s'appelle Bruno Dorin, qui dit qu'en fait, on a complètement abandonné dans ces politiques de révolution verte les légumineuses. Et que la population indienne se nourrit de très peu de viande. Et du coup, on a, malgré un relatif succès quand même de la révolution verte, on a quand même pratiquement aucune amélioration du statut nutritionnel des femmes et des enfants en Inde. Bon, il faudra creuser, il y a beaucoup de travaux sur l'Inde parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, c'est quand même un pays immense, mais ce qu'on a lu nous montre quand même qu'il y a très peu de progrès sur la nutrition alors qu'il y a eu des progrès au niveau de l'agriculture. Donc là, on pense en fait au niveau produit, hein. C'est pas les... Bon, ça revient au prix d'une certaine façon, mais c'est pas... voilà, c'est diversification, disponibilité alimentaire. On peut trouver d'autres exemples. Vous pouvez imaginer des exemples dans certains endroits. C'est une des hypothèses qu'on a, mais pas encore confirmée, sur la zone Mali-Burkina où on travaille, avec Alicia qui est ici, Alicia Lourd-Maurice. C'est qu'on a des systèmes coton-maïs qui sont entre guillemets très productifs, qui fonctionnent. On a plus de... La boucle du Moun, par exemple, au Burkina, on a 500 kg de céréales qui sont produits par an et par personne. Mais les gens mangent une alimentation peu diversifiée. Donc on avait comparé donc, sur Sikasso, là on en avait parlé aussi. C'est la zone où les gens ont une alimentation la moins diversifiée par rapport aux autres zones du Mali, qui sont, au niveau naturel, moins bien dotées en apparence. Mais la production agricole, les ressources sont peut-être plus diversifiées. Donc, voilà. Donc là, on était sur chemin 2, vraiment la nature de la production. Il y a eu beaucoup de débats aussi sur la production non alimentaire. Hein. Il y a eu des travaux dans les années 90 où on disait, ben, attention, il faut pas faire trop spécialiser les gens pour des questions de risque sur les revenus, mais aussi pour accès à la ressource en termes d'autoconsommation. Donc on a différents niveaux encore. Les rapports de prix défavorables à la nutrition. C'est vrai que d'un point de vue économique, parfois c'est un peu difficile de séparer produits, revenus et prix. Mais quand même, on peut dire que on a des choses à regarder, par exemple sur les politiques commerciales et sur les soutiens ou non à certains prix. On a des effets sur les rapports de prix aussi. En Inde, c'est ce qui s'est passé. On pensait aussi à la Tunisie. Vous savez comment... Bon, parce que je travaille en Tunisie, mais en Tunisie, comme dans beaucoup de pays d'Afrique du Nord, il y a de très forts taux d'obésité. Et en même temps, il y a une subvention ancienne, c'est une politique commerciale, une subvention ancienne aux produits, aux huiles végétales et aux produits de base. Donc on a quand même, sous contexte de sécurité alimentaire et nutritionnelle, hein, des populations urbaines en particulier, on donne accès à la population à des aliments bon marché. Mais
peut-être qu'une des conséquences, mais ça je ne crois pas qu'on ait non plus la preuve. On identifie aussi des zones de recherche potentielles, du rôle vraiment de ces politiques de prix dans l'épidémie d'obésité qu'on observe en Afrique du Nord. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Voilà, je reviens toujours sur mon même schéma. Donc 1, 2, 3, on est parti, on a fait un petit peu ce paquet du haut là. Donc maintenant, regardons ici on parle du temps disponible des femmes. On a fait un rectangle, une grande ligne particulière sur les femmes. Parce que, en fait, dans tout ce qu'on a pu lire et constater nous-mêmes, on a deux points très importants qu'il faut vraiment contrôler quand on fait des projets agricoles, quand on conçoit des politiques. C'est que les femmes, en tant que responsables de l'alimentation des enfants et des familles, ce sont vraiment des personnes clés dans ces questions-là. Donc, il y a deux choses qu'il faut regarder, c'est le pouvoir des femmes dans la prise de décision et leurs revenus. Par exemple, est-ce qu'elles peuvent bénéficier du revenu de leur travail? Et là, il y a plusieurs exemples où l'introduction, par exemple, de culture commerciale s'est associée avec une perte de revenus relative des femmes, perte d'accès, par exemple, au foncier. On a trouvé ça. Les exemples aussi de vulgarisation agricole. La vulgarisation agricole s'adresse à 95% du temps aux hommes. Donc les interventions vont favoriser les hommes au détriment des femmes et, dans certains cas, et souvent, c'est un risque. On identifie les risques là. Bon. L'autre point sur les femmes, c'est vraiment la question du temps de soin. Dans le schéma conceptuel là, de la malnutrition, il y a trois choses. Il y a, donc, dont le soin, le care, ce qu'on appelle care, et certains projets agricoles. Donc, par exemple, il y a eu une équipe au Burkina Faso qui avait travaillé sur les aménagements hydro-agricoles et qui disait que certaines femmes qui sont devenues maraîchères, qui travaillent dans le maraîchage, elles ont, en fait, de façon surprenante, leurs enfants n'étaient pas mieux nourris. Alors qu'on aurait pu attendre que, comme ça a été montré ailleurs, que quand on augmente le maraîchage, on améliore la nutrition. Et là, en fait, non. Et l'hypothèse de ces auteurs, c'était de dire, enfin, ils ont mesuré que le temps, ces femmes, elles travaillent 2 heures en plus que les femmes qui ne font pas cette activité et qui a revenu égal et conditions de vie égales. Donc, elles ont moins de temps pour s'occuper des enfants. On a des petits-enfants qu'elles laissent un peu à la garde des plus grands. Et c'est ça qui ferait que les enfants sont en plus mauvaise santé, ils sont pas bien nourris, etc. Et donc il y a un risque ici aussi. Voilà. On continue. Attends, voilà, on remonte d'un coup. Donc là, on était parti sur les femmes. Ici, c'est les femmes. Et ici, on parle... Alors c'est peut-être un terme un peu barbare, c'est des facteurs socio-économiques d'interaction. Et je viens ici, au 5. Ici, c'est toutes les interventions de santé publique, les interventions sur l'environnement, l'eau, l'assainissement. En fait, les interventions, y compris agricoles, hein, typiquement, influent sur l'environnement, sur l'eau, sur la qualité de l'eau et sur... bon, disons, des facteurs de santé directement, hein, en dehors des interventions de santé publique. Donc on va regarder les points, on a 5 points là qui sont assez importants. Donc l'élevage, hein, donc je crois que je vais pas assez insister. Le but de l'exposé, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas investir dans l'agriculture parce que c'est trop dangereux. On est bien d'accord. Le but de l'exposé, c'est de dire, enfin, même pas de prendre position là-dessus, c'est de dire, a priori, c'est bien d'investir dans l'agriculture, mais attention, il y a parfois des risques. Et en particulier sur l'élevage, dans les pays en développement, la question de la consommation de viande est une vraie question. Hein. Si nous, on mange trop de viande, dans les pays pauvres, c'est vraiment un enjeu nutritionnel d'améliorer la consommation en viande. Mais il faut aussi considérer qu'il y a certaines zoonoses, donc certaines maladies émergentes, et les diarrhées qui sont le résultat des souillures éventuellement. On avait, je crois, on a lu une étude en faisant ce travail, je ne
je sais plus les chiffres, mais c'est genre 60% des gens qui habitent en ville, dans les PVD, ont un animal à la maison. On a des chiffres vraiment très très importants. Donc l'élevage, il faut savoir que ça provoque aussi des risques, mais globalement, enfin, voilà, il faudra après, chaque concepteur de projet politique doit évaluer les plus et les moins, et là on était assez gênés d'insister sur les risques, parce qu'on était plutôt, en particulier Anne, qui a vraiment travaillé cette partie, dit attention, les animaux, la viande, c'est absolument indispensable dans les pays. On a identifié aussi un point qui concerne les aflatoxines. Les aflatoxines sont des toxines qui sont créées par un champignon, une moisissure sur le maïs ou sur l'arachide. Donc on a Nadine qui est ici d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, elle pourrait nous en dire plus, Nadine Zakia. Donc là, il y a des pratiques, il y a des choses qu'on peut faire pour anticiper ce risque. Hein. Des pratiques qui sont déjà depuis la production, c'est-à-dire au niveau des graines et de la façon de planter, de la façon de cultiver. Donc il y a une recommandation vraiment à faire là-dessus qui est assez simple, assez directe. La question des pesticides. Dans les pays en développement, c'est vrai que les gens utilisent peu de pesticides, mais c'est là où il y a plus de risques de santé, de mort par intoxication. Donc là, on a aussi des recommandations très concrètes hein, dans notre rapport. On n'a pas trop insisté sur les recommandations dans cette présentation, mais on a des idées, des points précis pour anticiper et prévenir ces risques-là. L'irrigation aussi présente un risque sur, par exemple, l'augmentation des diarrhées, sur l'augmentation de la fièvre de la vallée du Rift. Comme le maraîchage. Hein, le maraîchage périurbain, ça a été un peu explicité. On a ce genre de risque lié à l'eau, à la présence de l'eau. Voilà. Dernier risque, donc dernier fil là qu'on va essayer c'est le risque sur d'inégalité et d'exclusion, en fait, moi je dirais plutôt. C'est que certaines interventions vont peut-être favoriser certaines personnes ou améliorer leur bien-être et leur nutrition, mais il y a beaucoup de risques d'exclusion. Ça a très bien été décrit dans les années 90 sur les questions de foncière. Par exemple, en Amérique latine, il y a eu beaucoup de choses, en Asie aussi. Mais maintenant, c'est un peu retombé et ça revient, disons, dans le débat au sujet du land grabbing. Hein. Donc ça, c'est aussi voilà, que privation de ressources sans inégalité. Donc, on a aussi identifié une source de risque sur les formes de contrat, les formes d'agriculture. Il y a une auteure qui s'appelle Bain, qui a travaillé au Chili sur le secteur des fruits et légumes. Et elle explique comment, en fait, la RSE, le système de RSE de très grandes entreprises, couplé avec une logique d'exportation, a fragilisé et féminisé le travail dans ce secteur-là. Donc, elle explique sur l'évolution de ce secteur sur 40 ans, et elle montre avec vraiment beaucoup de détails comment on est passé d'un salariat avec des contrats qui n'étaient peut-être pas très clairs, mais assez stable finalement, à un salariat sans contrat du tout, excluant les femmes qui travaillent maintenant 2 ou 3 jours par semaine. Donc elles ont le droit de ne pas avoir de contrat, sans aucune protection. Quelques hommes qui sont protégés avec des contrats de longue durée. Et donc ce qu'elle dit, c'est qu'il y a vraiment, on a assisté à une très très grande précarisation du travail dans ce secteur d'exportation des fruits et légumes. Donc là c'est pareil, il faudrait faire d'autres travaux parce que il y a d'autres partisans de ces filières-là, comme on a par exemple un travail qui a été fait au Sénégal par des collègues qui s'appellent Swinnon et sa jeune, comment elle s'appelle, Mersons, je ne sais plus son nom. Hein. Eux ils disent, bah non, les agriculteurs qui sont sous contrat avec les grandes firmes d'exportation de haricots ont des conditions de vie qui sont bien meilleures que ceux qui ne le sont pas. Bon, là il y a vraiment les deux options. En tous les cas, ce qu'on identifie, c'est qu'il y a quand même un risque sur le travail féminin, à nouveau sur d'inégalités, disons, avec on va dire, ces formes d'agriculture multinationales et avec beaucoup de salariés. Enfin, on revient sur le ciblage.
Dans beaucoup d'interventions, on cible des gens en particulier, et donc ça correspond un petit peu aux problématiques de ciblage. Attention à ne pas aggraver certaines inégalités. Voilà. Donc, maintenant, je ne vous montre plus le schéma, parce que je pense que vous avez bien compris. Et je résume les grandes lignes de recommandations qu'on a faites pour le... Donc, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se laisser décourager par les risques. Hein. Là, si on présente ça, c'est pas parce qu'on est contre l'agriculture. Enfin, voilà. Il faut bien que ça soit clair. Ensuite, par contre, ce qu'on propose, en fait, ce travail permet peut-être de faire une espèce de checklist et d'identifier, donc, de mettre un petit peu au clair dans tous ce grand schéma, la situation dans le pays, dans le contexte où on intervient. Hein. De dire attention, essayons d'anticiper ces risques et de les prévenir si c'est possible. Voilà. Et faisons une espèce d'évaluation ex ante du rapport coût-bénéfice de ce projet en termes de nutrition. Donc les points qui sont vraiment ressortis très très fortement, c'est la diversification. Il faut faire attention à cette question de diversification des productions. Donc, inciter à conserver suffisamment de production vivrière. Là, on parle des ménages, on parle des individus, mais on parle aussi d'un niveau plus macroéconomique. Hein. On peut parler des pays, quand on parlait de l'Inde tout à l'heure, c'est typiquement ça. Le deuxième point vraiment important, c'est veiller à ce que les femmes conservent ou accroissent leur revenu individuel, pas le revenu des ménages. Là, on est en intraménage, c'est absolument fondamental sur la question de nutrition de penser en termes individus, pas en termes ménage, pas en termes d'exploitation. C'est que les femmes conservent ou accroissent leur revenu individuel et leur pouvoir de décision. Ça va souvent ensemble. Prévoir des pratiques économes en travail. Économes en travail pour les femmes en particulier, pour cette question soin. Ça, c'est vraiment des points qui sont saillants de cette étude. Impliquer les agents de santé de vulgarisation agricole. Là, par exemple, on a ces questions de diarrhée, de zoonose, d'intoxication par les pesticides. En fait, souvent, c'est des maladies qui sont qu'on peut prévenir et dans la conception des projets agricoles. Et qu'on peut les prévenir si on a des médecins, si on a des gens de la santé. Hein. Que les agronomes, les économistes, ils ne vont pas forcément penser à se dire, ou en tous les cas, à imaginer des solutions ex ante. Renforcer les capacités des groupes identifiés à risque. Donc, à nouveau, peut-être les femmes, mais pas seulement. Les gens à risque, on a sur l'exclusion, on a vu qu'il y a souvent des gens qui sont peut-être des chasseurs-cueilleurs, peut-être certains groupes ethniques qui ont moins accès aux ressources, certaines populations, hein, il faut regarder ça. Inclure des volets d'éducation nutritionnelle, là, on n'a pas trop insisté là-dessus quand j'ai présenté le schéma, mais il y a une flèche ou des flèches qui concernent effectivement les savoirs, et les savoirs, les connaissances sont des points sur lesquels on peut, d'après les auteurs qu'on a lus, on peut intervenir avec succès, à condition d'intervenir sur plusieurs points à la fois, sur les disponibilités, l'accès et les connaissances. Et coordonner de façon intersectorielle. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la santé, l'équipement, l'agriculture. Donc, en conclusion et sur les perspectives de recherche, ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de ces travaux ont porté sur la malnutrition par carence, mais qu'il faut aussi penser à la malnutrition par excès, parce qu'il y a certainement un lien entre l'abondance agricole contemporaine et l'épidémie d'obésité, mais que ce lien-là est très mal fait, très peu fait, en particulier parce qu'on ne sait pas tellement analyser les filières, le rôle des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Donc là, c'est un autre point, je passe du premier au dernier, mais c'est absolument indispensable d'améliorer notre capacité à analyser ces filières et ces intermédiaires dans cette relation entre agriculteurs et consommateurs finaux et alimentation-nutrition. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les politiques, il ne faut pas oublier ces interventions agricoles qui sont fondamentales. Dans ce champ de littérature là qu'on a lu, souvent elles sont un peu négligées.
Et on a vu qu'on pouvait donner des recommandations opérationnelles pour des projets limités, des recommandations opérationnelles à niveau macro, à niveau national ou international en politique, qui sont peut-être difficiles à formuler. Donc c'est vraiment un champ de recherche à notre avis. Bon, l'échelle d'analyse des individus, ménages, régions, ça c'est pareil. Très souvent, c'est pas très clair en fait dans les différents travaux qu'on a pu voir, y compris peut-être dans le nôtre. Et puis toujours anticiper les effets sur les autres, donc se doter de moyens pour analyser non pas l'effet sur soi, sur son pays, sur soi-même, sur son ménage, sur sa petite région, mais voir que si on développe une politique, une intervention agricole, on va avoir des impacts sur les autres, peut-être sur les gens qui ne sont pas bénéficiaires du projet dans notre petite zone, parce qu'ils vont être exclus de l'accès à certaines ressources, et l'impact sur les urbains, sur les gens qui vont bénéficier ou non des produits qu'on va... Voilà. Merci.